Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où nous allons parler de basketball. Pour ma première vidéo... Hein? Trop formel la veste Ouais, c'est pas faux, on va enlever ça. Allez. Allez tout le monde. Alors comment ça va? Je suis très content de vous accueillir pour cette première vidéo sur ma chaîne qui sera 100% basket. C'est un projet qui me tenait tout particulièrement à cœur et que j'ai travaillé depuis un petit moment dessus. Donc maintenant je peux enfin exploiter tout ce que j'ai dans la tête. Pour cette première vidéo, on va parler des récompenses de fin de saison. Pour chaque trophée, je dresserai donc une liste avec des potentiels candidats et mon favori, avec des arguments qui vont à l'encontre ou pas de leur candidature. Pour commencer, on va s'attaquer au trophée de défenseur de l'année. Le premier candidat pour ce trophée est notre français Rudy Gobert. A l'heure actuelle, les Utah Jazz sont la 5e défense NBA, ce qui fait donc de lui un candidat légitime. Rudy Gobert est notamment connu pour être un fort défenseur sur l'homme, mais aussi un très fort intimidateur, et ça c'est non négligeable dans la raquette NBA. On le voit notamment lors des pénétrations des équipes adverses qui viennent se heurter au mur Rudy Gobert. Avec ses bras tentaculaires et sa bonne communication en défense, on voit qu'il est la pierre angulaire de la défense des Utah Jazz. Son équipe est plutôt bien classée actuellement, ce qui rapporte donc plus de voix et plus de médiatisation comparé à une équipe de fin de classement. Malgré tout, Utah n'est pas un candidat au titre comparé aux Warriors, aux Cavaliers ou autres Clippers et San Antonio Spurs. C'est pour ça que je pense que sa candidature est un petit peu légère quand même, mais il a encore le temps dans les années à venir. Le deuxième candidat qui me vient à l'esprit, c'est DeAndre Jordan, le pivot des Clippers. Les Clippers sont actuellement la meilleure défense NBA, même si depuis quelques matchs, ils sont en train de régresser, mais leur début de saison a été vraiment stratosphérique au niveau de la défense. Emmenés par leurs élulons DeAndre Jordan, qui peut prendre des rebonds au-dessus de la planche, alors, je déconne mais bon, on en est quand même pas loin, les Clippers peuvent s'appuyer sur leur pivot qui fait ses stats habituels avec au moins 13 ou 14 rebonds par match. Le petit problème de DeAndre Jordan pour cette candidature, c'est que ce n'est pas un fort défenseur sur l'homme, mais plutôt un second rideau capable de mettre des contres, mais pas vraiment agressif sur son vis-à-vis. Pour que DeAndre devienne le favori, il faudrait que les Clippers restent la meilleure défense de la NBA sur toute la saison. Clippers, défense dans la même phrase, mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'entend pas cette saison. Comment pourrais-je parler de trophée de meilleur défenseur sans parler de Kawhi Leonard? L'ailier des Spurs qui a des mains tout simplement gigantesques n'a plus rien à prouver dans ce domaine. Déjà détenteur du trophée, il montre qu'il est toujours à ce niveau-là, saison après saison. Individuellement, il fera toujours ses statistiques défensives et il restera la pierre angulaire de la défense de San Antonio. Malheureusement pour les Spurs, leur défense est très loin du niveau attendu. On les voit même pointer à la 12e place de la meilleure défense NBA, ce qui n'est vraiment pas leur habitude. Étant habitué à jouer dans les hautes sphères de la défense, je suis vraiment étonné par leur niveau de jeu, et je pense que pour que Kawhi devienne un candidat crédible, il faudrait qu'il redresse fortement la barre et devienne une des 4 ou 5 meilleures défenses NBA. Et on arrive maintenant à mon favori pour le trophée de meilleur défenseur. J'ai nommé Draymond Green. Ce n'est pas forcément un choix de cœur pour moi, étant donné que je l'appelle dans mon cercle intime Draymond Green, mais je suis obligé de reconnaître que sa défense est irréprochable en ce moment. Les Golden State Warriors qui sont en train de détruire la NBA actuellement à coups de 3 points et de jeux collectifs insensés, et on voit que Draymond Green est en train d'apporter l'élément essentiel pour la défense des Warriors. À coups de gueulante comme il sait bien le faire, ou à coups de coups de pied dans les... Vous avez compris? Il est en train de montrer à toute la NBA à quel point il est féroce. A mon avis, une des choses qui le rend encore plus important en défense, c'est le fait que son rôle offensif a forcément diminué avec l'arrivée de Kevin Durant. Enfin, ça me semble logique, vu qu'il donne moins d'attaque, il a plus d'énergie à donner en défense, donc il se concentre là-dessus. Ce qui me pousse aussi à le mettre comme favori, c'est le fait qu'il peut gagner des matchs par des actions défensives. On l'a vu notamment lors de fin de match, où il peut éteindre totalement l'attaque adverse à lui tout seul. Pour qu'il remporte ce trophée, je pense qu'il faudrait juste qu'il maintienne son niveau, et encore mieux si Golden State devient une meilleure défense. On va maintenant s'attaquer au trophée de Rookie of the Year. J'imagine que je laisse pas beaucoup de suspense pour le vainqueur du trophée, mais bon, c'est pas grave. Parmi les concurrents, il y a Jamal Murray des Denver Nuggets. Ce combo garde agressif en attaque est capable de coups d'éclat totalement fous. On voit que les Denver Nuggets peuvent construire leur futur avec Emmanuel Mudiay en numéro 1 et Jamal Murray en poste 2. Mais pour l'instant il reste sur le banc et je pense que ça lui fait du bien d'apprendre le jeu de la NBA sans être forcément un titulaire. Dans le même registre, je mettrai le deuxième candidat, Brandon Ingram. Le numéro 2 de la dernière draft est annoncé comme le futur Kevin Durant. Ils ont le même physique, voire encore un peu plus frêle, c'est-à-dire comparer une tringle à rideau avec un cure-dent, c'est du même acabit. Il a eu un petit peu de mal à rentrer dans sa saison NBA, notamment à cause de son manque de poids, j'imagine. Mais depuis quelques matchs, Luke Walton lui donne plus de minutes,
et il peut enfin nous montrer tout son potentiel. Pour ma part, j'ai un petit peu du mal à l'imaginer comme le futur Kevin Durant, mais bon, après tout, il joue aux Lakers et là-bas tout peut arriver. Mais la façon dont Luke Walton le gère est quand même très intelligente. Il ne veut pas le jeter dans le grand bain sans aucune défense. Il le laisse petit à petit prendre ses marques avec Luol Deng comme mentor. J'aurais bien évidemment pu citer Ben Simmons, mais vu que le numéro 1 de la draft s'est blessé, il n'aura pas sa place dans ce classement cette année. A contrario, son coéquipier Dario Saric, lui, fait une entrée assez intéressante en NBA. Attendu depuis 2-3 ans, les Sixers peuvent enfin compter sur leur ailier qui d'ailleurs ressemble beaucoup dans le jeu à Ben Simmons. Au tout début de la saison, je le trouvais vraiment très timide en attaque et en défense, avec un temps de jeu assez faible. Mais depuis quelques matchs, il commence à prendre ses marques et arrive à tourner autour de 15 points 8 rebonds, ce qui est très intéressant, notamment pour le futur des 76ers qui regorge de jeunes talents. Cette année, il est fort, capable de diriger le jeu, prendre des rebonds, courir et même shooter de loin. Il aura besoin de quelques matchs encore d'adaptation pour être vraiment un fort joueur NBA, mais je pense que d'ici 3-4 saisons, il sera quand même un très très fort joueur. Et on arrive maintenant au favori ultime, Joel Embiid. Donc le mec, c'est très simple, il a commencé sa carrière sans avoir foulé les parquets NBA. Comment? Il a tout simplement envoyé un tweet à Rihanna en disant qu'il voulait la serrer. Il y a plus banal, non? Mais ce que le jeune homme fait est impressionnant. Après avoir subi 2 ans d'arrêt suite à des blessures au genou, Joel est en train de montrer qu'il va pouvoir éclater la NBA dans les années à venir. Avec un temps de jeu limité à 25 minutes par match, sans pouvoir jouer les back-to-back, il fait des stats impressionnantes. Le problème avec lui, c'est qu'il sait tout faire. Shooter de loin, prendre des rebonds, passer, et il a surtout, ce qui fait beaucoup de bien aux yeux, des moves à l'intérieur. Le mec est capable de prendre la balle au poste, tac tac, un petit dream shake et allez hop, on repart en défense avec 2 points de plus. Ce qui impressionne aussi chez ce joueur, c'est sa maturité. Comme je vous disais, on le voyait sur Instagram, Twitter poster des choses, mais il a réussi à confirmer sur le terrain tout le talent qu'on lui prédisait. Il ne fait aucun doute qu'il sera Rookie of the Year et je suis même prêt à mettre ma main à couper qu'il sera une superstar. Passons maintenant au 6e homme de l'année. Je vais donc commencer sans surprise avec un candidat qu'on retrouve tous les ans, Jamal Crawford. Crawford. On dirait que je suis en train de manger un cracker, c'est que j'ai pas réussi à le mâcher. Crawford. Sa mission à lui, elle est claire. Tu prends la balle, tu réfléchis pas, tu dégaines. Le mec est capable de prendre feu à tous les matchs, donc pourquoi s'en priver? Il l'a déjà démontré par le passé, ce trophée, il le connaît bien. Son rôle, il le connaît à merveille. Et les Clippers savent l'utiliser en sortie de banc derrière JJ Redick. Malgré son âge avancé de 36 ans, il a toujours des moyennes très correctes au niveau scoring. Les Clippers, eux, restent au top de la conférence Ouest, donc il est un candidat tout à fait légitime cette année encore. J'ai été un petit peu étonné cet été en apprenant que Zach Randolph allait passer sur le banc des Grizzlies. Même si lui aussi se fait un petit peu vieux, j'ai été surpris qu'on le relègue sur le banc parce qu'il est capable de produire de très grosses stats. Enfin, très grosses, pour un joueur de son âge. Et je ne me suis pas vraiment trompé. On voit actuellement qu'il tourne à 14 points 8 rebonds de moyenne, mais le fait que la NBA tend jouer encore plus rapidement et notamment dernier à 3 points, son jeu old school lui porte préjudice. Sa mise sur le banc apporte donc à la seconde unit un fort point d'ancrage à l'intérieur capable de mettre des points et prendre des rebonds. La plutôt bonne forme des Grizzlies en fait donc lui aussi un candidat tout à fait crédible. Pour ce candidat, j'ai vraiment hésité. Je le trouve impressionnant actuellement, mais le fait qu'il ait déjà gagné le trophée, ça va pousser à ne pas le mettre. Je parle bien évidemment de Lou Williams, l'arrière feu follet des Lakers. Il tourne actuellement à 17 points par match, ce qui fait de lui le 6e homme le plus prolifique en attaque cette saison. Il a des stats tout à fait honorables pour un 6e homme. Il a été très bien intégré dans le système de Luke Walton, où il sait prendre feu au moment demandé. Et on voit notamment que ce collectif tourne très bien. Et il a aussi une petite mention pour jouer aux côtés du meilleur intercepteur de la ligue, Nick Young. Ça va, je vous le... Pas la peine que je fasse un dessin, hein, vous l'avez cette interception-là. Le fait que je le mette pas comme mon favori est le bilan des Lakers. Même s'il y a une très forte progression, je les trouve pas encore assez dominants. Mon favori est donc Turk Enes Kanter. Depuis son arrivée en NBA, Enes semble toujours barré à son poste. Que ce soit à Utah où il demandait plus de temps de jeu, ou maintenant au Thunder, il a toujours donné l'impression de pouvoir être un énorme joueur, mais sans vraiment confirmer. Désormais, il semble avoir accepté son rôle de 6e homme, et là, on a vraiment vu la différence. On le voit régulièrement cette année atteindre les 20 points d'Irbon, ce qui, aux côtés ou en relais de Steven Adams, est vraiment très intéressant. Surtout que le fait de jouer à côté de Russell Westbrook, faut être coriace. Le très bon bilan du Thunder me pousse donc à le mettre sur la plus haute marche du podium. Même si d'ici quelques semaines ça peut bouger, je pense que Enes Kanter reste le candidat le plus probable pour ce trophée. Nous passons maintenant au trophée de MIP, veuillez entendre meilleure progression de l'année.
Là, il est beaucoup plus dur de trouver seulement quelques candidats, tellement il peut y en avoir. J'ai notamment dû exclure Evan Fournier. Même s'il a progressé dans son jeu et que les Magic lui donnent de plus en plus de responsabilités, niveau statistique, il n'a pas fait une énorme progression, ce qui le bride un petit peu comparé aux autres candidats. Nous allons commencer avec Clint Capella, le pivot des Rockets. C'est vraiment pas un gros talent offensif celui-là, mais il donne de sa personne en défense. L'année dernière, il était barré par Dwight Howard. Dieu merci, il n'est plus là. Ce qui laisse donc à Clint une plus grande place dans la raquette. Je ne m'attendais bien évidemment pas à ce qu'il tourne à 20 points d'rebond de moyenne, mais il peut enfin laisser éclore quelques brides de son talent. L'élément qui fait notamment de lui le pivot essentiel pour les Rockets, c'est leur style de jeu. Le run and gun prôné par Mike D'Antoni nécessite un pivot qui est capable de courir. Le jeune Clint Capella est un de ces pivots. En parlant de pivot, voilà un autre candidat, mais là on va partir du côté d'Indianapolis. On avait laissé l'année dernière Miles Turner avec d'énormes promesses du côté des Pacers. Et on peut dire qu'il a plutôt confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Avec un joli petit poster en début de saison qui m'a fait bien plaisir à voir, il a très bien commencé l'année. Étant sophomore, il est dur d'attendre de lui d'avoir un très gros impact dans le jeu, notamment aux côtés de Paul George. Il manque aussi un petit peu de dureté dans son jeu, mais après tout pour un jeune joueur, c'est normal. Vu ce qu'il nous montre actuellement, il ne laisse aucun doute qu'il sera un futur très bon joueur NBA. On va maintenant s'attaquer à un tout autre cas. Je parle de l'Allemand Dennis Schroeder. Le nouveau meneur titulaire des Hawks n'a pas eu un chemin tout à fait facile pour accéder à ce poste-là. Barré par Jeff Teague depuis plusieurs saisons, il a tout simplement demandé au front office de virer Jeff Teague, qui était All-Star et qui faisait une de ses meilleures saisons en carrière si ce n'est là. Il a donc obtenu gain de cause et le voilà désormais titulaire, ce qui ne s'avère pas être forcément un mauvais choix étant donné que Dennis Schroeder remplit à merveille son rôle. Il a donc bien évidemment amélioré ses stats grâce à sa titularisation. Mais le début de saison des Hawks qui était très intéressant est totalement gâché par leur dernier match où ils se cassent la gueule. D'ailleurs, je dois vous dire que ça me fait un petit peu plaisir parce que Dwight Howard, je peux pas le piffrer. J'imagine que Schroeder n'est pas vraiment impliqué dans la descente aux enfers des Hawks, mais en tant que meneur de jeu, il en fait quand même partie. Vu que le bilan collectif ne suit pas forcément, ça me semble un petit peu juste pour être nommé MIP. J'imagine que certains d'entre vous pourraient ne pas être d'accord avec moi, étant donné qu'il aurait déjà pu remporter ce trophée l'année dernière, mais mon avis personnel est de le mettre quand même. Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks est en train d'éclater cette saison. On l'avait déjà vu l'année dernière avec de forts coups d'éclat, mais ces coups d'éclat sont transformés cette année en stats régulières. Passé de fort joueur en devenir à maintenant statut de All-Star presque incontestable, enfin j'espère pour lui en février, il a pris une toute nouvelle dimension dans tous les secteurs de jeu. Comme ses stats le montrent, il est capable de tout faire sur un terrain, et le placer en meneur de jeu pour un mec de 2m10, c'est beaucoup trop dur pour certains. Ses bras ressemblent à des tentacules de pieuvre, il court comme une biche et saute aussi haut qu'un kangourou. Le grec a donc tous les éléments pour détruire la NBA dans les prochaines années. La seule chose qui lui manque vraiment à son arsenal, c'est un tir à 3 points fiable. On voit quand même que dans son jeu, il est obligé d'aller au drive pour mettre ses points, ne pouvant uniquement se reposer sur son shoot à 3 points ou même mi-distance parce qu'il n'est pas encore vraiment réglé. Le bilan des Bucks étant tout à fait honorable, je fais de Giannis mon favori pour ce titre. Je ne souhaite pas faire le trophée de Coach of the Year, parce que j'estime tout simplement qu'il est trop dur à décerner en début de saison. Étant donné que c'est le bilan qui parle majoritairement pour ce trophée, il vaut mieux attendre la fin de saison régulière pour avoir un avis plus tranché. Nous allons donc passer au trophée de MVP. Pour ce trophée, j'ai décidé d'inclure un candidat de plus, enfin un ou deux, vous comprendrez, en plus de mon favori. Le premier candidat, j'ai nommé LeBron James. On n'a plus besoin de le présenter. Après ses 4 trophées de MVP et sa finale de la saison dernière, il ne fait aucun doute qu'il reste un, si ce n'est le meilleur joueur de la NBA. James reste un joueur très complet, capable de tout faire sur le terrain et même tout très bien. Les Cavaliers restent la meilleure équipe de la conférence Est assez largement, ce qui fait de lui un des candidats les plus probables pour ce trophée. Le petit bémol, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il se repose. Bon, ça, on le sait tous depuis 2-3 saisons, mais là vraiment cette saison, il laisse marquer Irving, il laisse marquer Love, parce que je vous rappelle quand même qu'il a dit cet été qu'il suivait un fantôme qui vivait à Chicago, notre ami Jordan. Je trouve ça un petit peu étonnant du coup qu'il se réserve étant donné qu'il n'a que 4 MVP et qu'il pourrait aller glaner un 5ème assez aisément s'il forçait un petit peu. Mais tout ça peut se comprendre, il n'a pas envie de se fatiguer en attendant les playoffs. Et après autant de saisons jouées, je pense que personne ne peut lui en tenir rigueur. Pour être MVP, qu'est-ce qu'il lui faudrait? Bah écoutez, pas grand chose de plus. Tout simplement que les Cavs restent au top de la conférence Est et qu'ils marquent un petit peu plus de points en restant tout aussi collectifs et qu'ils prennent autant de rebonds. Je vous laisse deviner mon deuxième candidat. Le cuisinier des Rockets est tout simplement bouillant en ce début de saison. Comme ses stats le montrent, il est intenable et le run and gun prôné par Mike D'Antoni lui colle à merveille. Repositionné au poste de meneur, il a enfin tous les ballons qu'il désire.
Bon, je vais pas dire non plus que c'est un croqueur, mais... Hein? Il a embouffé du ballon, le James. Il est actuellement le meilleur passeur de la NBA, et en marquant 30 points par match, c'est impressionnant. Le classement des Rockets lui fait aussi tout à fait honneur. En les maintenant entre la 4 et 6e place, il fait un boulot énorme. Parce qu'après la perte de Dwight Howard, même s'il n'est pas aussi fort qu'avant, c'est quand même un point d'ancrage à l'intérieur, notamment en défense. Il se retrouve avec Eric Gordon qui souffre de beaucoup de blessures et Ryan Anderson qui ne peut pas en dire le contraire. Mais pour l'instant, tout semble très bien se dérouler pour les Rockets. James Harden affole les compteurs tous les soirs et ça roule très bien pour eux. Pour qu'il soit MVP, ça va être un petit peu juste, j'imagine, vu son équipe, mais s'il arrive à les mettre dans le top 4 à l'ouest, pourquoi pas en maintenant des stats comme ça. Mon troisième candidat pour le titre de MVP est l'homme le plus souriant du Texas, Kawhi Leonard. Taiseux et inexpressif au possible, ce joueur a un potentiel énorme. On l'a vu progresser d'année en année en s'affirmant maintenant comme le leader des Spurs. Après le départ de Tim Duncan, il a été forcé de reprendre le flambeau et il ne l'a pas rechigné. Il est le meilleur joueur d'une des meilleures équipes de la NBA et forcément dans le trophée de MVP, ça apporte beaucoup de voix. Un des éléments qui vont en faveur de sa candidature est aussi le fait qu'il n'a jamais été élu. Cela soufflera un vent de fraîcheur sur la NBA qui aimerait bien renouveler un petit peu le trophée. Mais j'aimerais bien soulever quand même quelques questions. Est-ce qu'il peut encore progresser? Est-ce qu'il n'a pas atteint ses limites? Parce que j'ai l'impression qu'il stagne un peu. Il a pris beaucoup d'ampleur, évidemment, mais maintenant, est-ce qu'il peut faire plus? Notamment au niveau du leadership. Comme je vous l'ai dit, il est inexpressif au possible, mais est-ce que ça va pas être un préjudice dans le vestiaire? Un joueur capable d'hurler pour rameuter ses troupes fait toujours du bien dans un collectif. Et je doute que Kawhi soit capable de faire ceci. Après, bon, je me fais pas non plus trop d'inquiétude, tant qu'il y aura Greg Popovich, les gueulantes, elles auront lieu. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il soit MVP? Qu'il marque un petit peu plus de points, fasse un petit peu plus de passes, et qu'il montre un petit peu de progrès au niveau du leadership, notamment dans le charisme, parce qu'on le sait qu'en NBA, ils adorent les joueurs charismatiques. Et bien sûr que son équipe reste au top de la NBA. Mes autres candidats sont Kevin Durant et Stephen Curry. Je vous avoue avoir eu un petit peu de mal à les départager, évidemment parce qu'ils sont dans la même équipe, mais notamment parce qu'on a un petit peu du mal à discerner qui est le leader de l'équipe. Stephen Curry, double MVP en titre, étant le meneur de jeu de l'équipe, se voit logiquement avoir les rênes. Mais l'arrivée de Kevin Durant semble avoir un petit peu changé cette donne. Il est désormais le meilleur marqueur de l'équipe et fait des stats impressionnantes. Mais enfin, c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'elles sont impressionnantes, mais moins que d'autres joueurs, mais entre les deux, on ne sait pas qui est le meilleur. Stephen Curry est capable de prendre feu sur un match, comme Kevin Durant, ou d'être tout à fait effacé le match d'après pour qu'un autre joueur prenne feu. C'est ce que l'on attend d'un MVP, d'être capable bien sûr de faire jouer le collectif, mais on aime quand même beaucoup que le MVP prenne la balle sous le bras et vas-y mon gars, je vais te montrer comment ça va se passer. Ils sont tellement durs à départager les deux que je me demande s'ils ne pourraient pas faire un trophée de co-MVP. Comment pourrait-il être co-MVP? En archi-dominant la NBA, tout simplement. Je dis pas que c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais depuis les 10 derniers matchs, mon dieu, ça devient irrespectueux. Et on arrive donc à mon favori pour le titre de MVP. J'ai nommé Russell Westbrook. Il est tout simplement en train de démolir tout le monde. Il tourne à 30-10-10 tous les soirs, ça c'est fait. Bonsoir madame. Non mais, juste qu'on se rende compte quand même. Le mec qui fait 1,90, il va te choper des fois 10, 15, 17 rebonds même, j'ai vu par match. A titre de comparaison, je vais juste vous montrer que Yao Ming, 2,29 m, a tourné en carrière à 9,2 rebonds par match. Et sa saison la plus prolifique dans ce secteur était de 10,8. Vous imaginez 1,91 m, 2,29 m. Le mec, c'est une sorte de diable de Tasmanie sous coke. Après, bien évidemment, il y a du déchet dans son jeu, notamment au niveau des balles perdues et de la sélection de shoot. Il est très gourmand, mais d'un côté, avec le départ de Kevin Durant, c'était évidemment annoncé. On le voyait bien que c'était un joueur qui aimait beaucoup avoir la balle, mais maintenant qu'on lui dit « Bah tiens, prends les clés, fais ce que tu veux », dur d'imaginer qu'il allait dire « Non, merci, je vous laisse, je vais rester tranquillement et faire des passes ». Michael Jordan a d'ailleurs reconnu en lui le joueur qui lui ressemblait le plus, notamment dans sa combativité et sa rage de vaincre. Le fait que je le mette comme favori est tout simplement dû au fait qu'on n'a jamais vu des stats comme ça depuis Oscar Robertson. Tourner à un triple-double de moyenne en une saison, c'était tout simplement impensable il y a quelques années, enfin même il y a quelques mois d'ailleurs. Mais quand on dit qu'il tourne à un triple-double de moyenne avec pratiquement 30 points, et en plus de ça, il arrive à maintenir le Thunder dans le top 5 à l'ouest, c'est franchement ahurissant. Pour que notre ami reste le favori incontestable, il faudrait juste qu'il maintienne ces stats-là, ou qu'elles ne descendent pas trop, et bien sûr qu'il maintienne le Thunder dans le top 5 à l'ouest. Si ces deux conditions sont remplies, j'ai du mal à imaginer qu'il ne soit pas MVP. Voilà les copains, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Je continuerai à faire des vidéos comme ça très régulièrement.
Si vous voulez me donner des idées de vidéos que je pourrais faire, donnez-moi des idées dans les commentaires. Je projette notamment de me consacrer à des vidéos à thème. Bien sûr, tout sera que sur la NBA. Si vous avez des idées ou des conseils, n'hésitez pas à m'en faire part. Tout votre soutien sera le bienvenu. Salut les copains!